Bonjour et bienvenue à la section 3.5 du cours Électricité et magnétisme. Cette section porte sur les lois de Kirchhoff. Alors, ce que nous verrons ici, c'est les lois de Kirchhoff. Il y en a deux, et ces deux lois-là, concernant les circuits, c'est probablement aussi essentiel que les trois lois de Newton que vous avez vues en mécanique quand vous faisiez le premier cours de physique. Donc, c'est à ce point important, là. Aussitôt, essentiellement, qu'on veut trouver des courants dans des branches d'un circuit, ben, il va falloir utiliser les lois de Kirchhoff. Donc, déterminer le courant dans les branches d'un circuit en écrivant les équations qui nous proviennent des lois de Kirchhoff. Alors, commençons par quelques définitions qui vont nous permettre ensuite de comprendre c'est quoi les lois de Kirchhoff. Donc, commençons par la définition d'un nœud. Un nœud, c'est un endroit dans un circuit où se trouve un embranchement. Vous voyez ça comme une intersection où est-ce qu'il y a au moins trois fils qui se rencontrent à cet endroit-là. Donc, c'est un endroit où le courant a la possibilité de se séparer. On a trois exemples ici, mais le premier exemple n'est pas vraiment un nœud. Okay? Ce que j'entends par là, c'est que ici, c'est pas parce qu'on met un point comme ça que ça, c'est un nœud. Non, parce que pour que ce soit un nœud, ça prend au moins trois fils. Une autre façon de le dire, c'est qu'il faut laisser la possibilité au courant de se séparer. Ici, s'il y a du courant qui passe comme ça dans la première branche, ben, il ne peut pas se séparer. Il est obligé de continuer dans cette direction-là. Okay? Tandis qu'ici, par exemple, mettons qu'on a du courant qui arrive comme ça vers la gauche, mais là, il y a deux chemins possibles. Le courant va pouvoir se séparer parce que tu as une portion du courant qui pourrait aller vers le haut, puis une autre portion qui pourrait aller vers le bas. Donc, ça fonctionne avec plus que trois bouts de fil aussi. Là. Ici, on en a quatre, donc même logique. Là. Si tu as du courant qui arrive dans ce bout de fil-là, ben, il peut se séparer à la fois dans cette direction-là et direction-là. Donc, ça prend au moins trois fils pour que ce soit un nœud. C'est pour ça qu'on dit que ces deux-là sont des nœuds. Ça ici, ce n'est pas un nœud. Donc, on pourrait tout simplement enlever le point noir ici, puis ça ne changerait absolument rien. Donc, la première loi de Kirchhoff, c'est la loi des nœuds. Et la loi des nœuds stipule que la somme des courants à un nœud doit être égale à 0. La logique derrière ça, c'est que tout le courant qui rentre à un nœud doit être égal au courant qui sort. Hein, la logique, c'est que les électrons qui circulent en sens contraire du courant, comme vous savez, les électrons qui circulent dans le fil, ben, ils n'ont pas le choix. Ils doivent aller dans un fil ou dans l'autre. Ce qui fait que tous les électrons qui arrivent à un nœud, ça doit être égal à la quantité d'électrons qui sortent du nœud. Okay? C'est juste là, la simple logique du fait qu'il faut que tu en aies autant qui rentrent que ce qui sort. Sinon, ça ne marche pas. Donc, la façon de l'écrire, c'est comme ça. Somme des courants à un nœud égale à 0. Et là, petit détail par contre, donc le schéma ici, c'est pourquoi il y a des plus et des moins, ben, c'est juste la façon qu'on a d'écrire là, cette somme des courants. On va dire que les courants entrants sont posés positifs. Un courant entrant, c'est un courant qui arrive vers le nœud. Voyez-vous, celui ici, là, de gauche à droite, c'est un courant entrant. Puis le courant qui part du haut puis qui arrive au nœud, c'est aussi un courant entrant. Fait que ces deux-là, on va les mettre positifs dans la somme des courants. À l'inverse, les courants qui sortent du nœud vont être posés négativement dans la somme. Donc ça, c'est l'exemple de ce qu'on voit ici. Là. Le courant, donc ici, ben, il sort du nœud. Hein, il s'éloigne du nœud, donc on va le prendre négatif. Donc, avec ce que je viens de vous montrer, voici un autre exemple. On a un courant positif ici parce que ça rentre, un courant sortant, donc c'est négatif, un courant sortant, c'est négatif. Donc, avec ce deuxième exemple-là, j'aurais un positif, donc lui, on le met positif dans la sommation. On n'a pas mis le signe positif, on s'entend là, quand on ne met pas de signe, c'est parce que c'est sous-entendu que c'est positif. Puis après ça, on met I2 qui lui est négatif, donc signe négatif. Puis on met I3 qui est aussi négatif parce que sortant, donc moins I3 égale à 0. Donc ça veut dire que tout le courant I1 qui arrive au nœud va ensuite se diviser partiellement en I2 et en I3. De telle sorte que, là ici c'est pas dessiné, mais si vous voulez, là, I2 et I3, si vous l'envoyez du côté droit de l'équation, ça redevient positif. Fait que là, on aurait I1 égale à I2 plus I3. Ce qui fait du sens. I1, c'est ce qui rentre. I2 et I3 ensemble, c'est ce qui sort. Ça, c'est la logique. Faisons un petit exemple. Ici, combien y a-t-il de nœuds? Je vous rappelle que pour qu'il y ait un nœud, ça ne suffit pas d'avoir juste un point noir qu'on aurait dessiné ici. Là. Il faut qu'il y ait au moins trois fils qui arrivent à cette intersection-là.
Fait que dans l'exemple ici, on a deux nœuds. Hein? On a le nœud A et le nœud B. Parce que dans les deux cas, ben, on a trois bouts de fil qui viennent se connecter à cette intersection-là. Donc là, on va écrire les équations des nœuds pour chacun des deux nœuds qu'on a ici. Donc pour le nœud A, les courants ont été dessinés déjà sur le schéma. Donc pour le nœud A, on a I1 qui est rentrant, donc qui est positif. On a I2 vers le bas, donc négatif. Et I3 qui est sortant aussi, négatif. Donc I1 moins I2 moins I3 égale à 0. Nœud B, là, on a I2 qui est rentrant, I3 qui est rentrant et I1 sortant. Donc, I2 et I3 vont être pris positifs, I1 va être pris négatif, c'est égal à 0. Mais là, vous remarquez que ces deux équations-là, si on envoie les valeurs négatives du côté droit, mettons dans le cas du nœud A, tu envoies I2 et I3 du côté droit, ça donne I1 égale à I2 plus I3. Mais tu vas obtenir la même chose, mais dans le sens inverse, si tu utilises le nœud B. Parce que si tu envoies I1 du côté droit de l'équation, ben, tu vas avoir I1 à droite égale à I2 plus I3. Fait que dans le fond, ces deux nœuds-là, quand tu écris la loi des nœuds de Kirchhoff, ça va tous les deux te donner la même équation. Fait que tout ça pour dire que tu n'as pas besoin, dans ce cas-ci, d'écrire la loi des nœuds pour les deux nœuds, parce que c'est redondant. Tu as une deuxième équation qui te donne le même résultat que l'équation qu'on avait obtenue avec le nœud A. C'est pour ça qu'on va dire qu'il y aura n-1 équations nécessaires à écrire pour solutionner notre circuit. Petit n, c'est quoi? Ben, c'est le nombre de nœuds. Fait que dans ce cas-ci, on avait deux nœuds, donc j'avais besoin de 2 moins 1 équation. Donc j'avais besoin d'une équation de nœuds, finalement. OK? Parce que si j'en écris deux, ben il y en a une qui ne sert à rien, de toute façon. Fait que je pourrais juste en écrire un ici, puis c'est correct. Vient ensuite les mailles. Donc, une maille, c'est quoi? Vous avez sur le schéma ici 3 exemples de mailles. Donc, une maille, c'est un parcours fermé dans un circuit. Ce qu'on entend par un parcours fermé, c'est qu'il faut que tu partes à quelque part dans ton circuit, tu parcours les fils dans un certain sens et tu reviens à ta position de départ. Circuit fermé, ça veut dire qu'il faut que tu reviennes sur ton point de départ. Okay? Fait que ma maille en rouge ici, c'en est une. C'est comme si on commence ici en haut à gauche. On circule comme ça en sens anti-horaire là, dans le fil. On en a une autre ici en vert, où est-ce qu'on commence, là, mettons ici, là, dans le coin inférieur gauche. Tu circules à travers les fils, comme ça. Puis j'en ai une autre en bleu ici, on circule comme ça. Donc ça, c'est 3 exemples de mailles. Le sens de rotation des mailles, vous voyez qu'il y en a qui sont en sens anti-horaire, il y en a d'autres qui sont en sens horaire. C'est vous qui choisissez le sens. Ça, on verra là, dans un instant. Il y a quand même une certaine logique là, à choisir un sens dans soit horaire, soit anti-horaire. Ultimement, le sens que vous choisissez ne va pas influencer la réponse finale que vous allez obtenir, mais ça se peut que ça influence les étapes intermédiaires. On reviendra là-dessus, mais bref, gardez en tête que c'est vous qui décidez là, le sens de la maille. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas confondre une maille avec une branche. Une branche, c'est juste un chemin possible entre deux nœuds. Donc, si je reviens sur mon schéma ici, vous voyez, j'ai un nœud ici en haut, puis un nœud en bas. Une branche, ça serait juste un bout de fil qui relie ces deux nœuds-là. Fait que pour passer du nœud en haut au nœud en bas, il y aurait 3 branches possibles. Parce que vous pourriez partir d'en haut, circuler comme ça dans la branche de gauche. Ça, c'est une branche. Vous pourriez partir en haut, puis circuler dans la branche du centre. Ça, c'est une deuxième branche. Ou bien, partez du nœud en haut, puis vous passez dans la branche de droite. Ça, c'est une troisième branche. Donc, vous voyez, les branches, c'est un chemin entre deux nœuds. Mais ce n'est pas un parcours fermé. Ce n'est pas un circuit là, complet qui revient sur son point de départ. Okay? Et là, la différence entre maille et branche. Donc, nous ne voulons pas de maille redondante. On entend par là que chaque maille doit être parcourue une seule fois. Et là, comme mentionné tantôt, dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est toi qui choisis. Ce qu'on veut dire par pas de maille redondante, c'est que si, mettons, j'utilise ma maille en rouge que vous voyez ici, là, on l'a fait tourner comme ça en sens anti-horaire. Bien, ça serait une erreur d'inventer une nouvelle maille qui commence ici, mettons, et qui tourne en sens horaire, mais qui utilise essentiellement le même chemin que la rouge. C'est juste qu'on a fait le chemin inverse, dans l'autre sens. Si je fais ça, ça serait redondant. Parce que chaque maille, tu veux qu'elle soit unique. Inverser le sens,
ça ne te permet pas d'avoir une maille unique. Ça fait juste que tu changes le sens. Fait que, comme ça, sur mon dessin, vous voyez, j'ai 3 mailles uniques parce que chaque maille, si on oublie son sens de rotation, passe par une combinaison de branches qui est unique à chacune. Okay? Bon. Loi des mailles. Là, celle-là est peut-être un peu moins évidente là, la première fois que vous la voyez, mais vous allez voir, là, à force d'en faire, à force d'en pratiquer, à un moment donné, vous allez les connaître par cœur, puis ça va assez bien. La loi des mailles dit que la somme des différences de potentiel de tous les objets que tu traverses le long d'une maille doit être égale à 0. Et là, la différence de potentiel, quand tu traverses une résistance ou une source, ça n'a pas le même effet. Donc, commençons par le premier exemple ici. Imaginons que le petit pointillé avec la flèche ici, là, ça, c'est le sens de mon parcours de maille. Donc, vous voyez que ma maille, c'est moi qui choisis le sens, encore une fois. Vous voyez que ma maille, je l'ai choisie, dans ce cas-ci, dans le même sens que le courant qui circule à travers la résistance. Quand on fait ça et qu'on traverse une résistance, on peut comprendre que la résistance ici va consommer de l'énergie. Il va diminuer l'énergie des électrons qui traversent cette résistance-là. Parce qu'on rappelle que c'est ça que ça fait une résistance. Donc, on pourrait dire, OK, donc la différence de potentiel aux bornes de cette résistance-là, ça va être égal à moins RI. Là, je comprends que ça ici, techniquement, ce n'est pas directement de l'énergie. Il y a un lien quand même à faire entre les deux. Mais j'ai expliqué la situation en parlant d'énergie, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas l'énergie, c'est delta V seulement. OK? Fait que la logique, si on arrête de parler d'énergie, vous pouvez comprendre que si je traverse la résistance dans cette direction-là, ben, c'est comme si ma résistance consommait une partie de potentiel. Donc, c'est comme si elle diminuait le potentiel de mon circuit. C'est pour ça qu'on fait moins RI. Si vous préférez l'explication avec l'énergie, ça marche aussi. Là. Bref, c'est juste pour dire que c'est moins RI. Si par contre, deuxième exemple, vous voyez, là, ma maille est vers le haut, mais mon courant est vers le bas. Fait que ça, là, imaginez que c'est comme si on remontait une rivière. La rivière coule du haut vers le bas, mais moi, je parcours du bas vers le haut. Fait qu'il faut que je remonte ma rivière. Pour remonter la rivière, je dois avoir une énergie finale, donc en haut, plus grande qu'en bas. Ça, c'est en termes d'énergie. En termes de potentiel, parce que nous, c'est la différence de potentiel qui nous intéresse pour cette loi-là, ben, on va dire la différence de potentiel aux bornes de cette résistance-là, ça va être plus RI. Donc, on augmente notre niveau de potentiel. Hein? On a remonté la rivière, on arrive à la fin de l'autre côté de la résistance avec un potentiel plus élevé. C'est pour ça qu'on fait plus RI. Ça, c'est pour les résistances. Ça va tout le temps être ça ou ça. Hein? Tu n'as pas le choix. Là. C'est les deux seules possibilités. Soit que tu parcours dans le même sens que le courant, auquel cas tu fais moins RI, soit tu parcours dans le sens contraire du courant, auquel cas tu fais plus RI. Ça, c'est pour les résistances. Pour les sources, par contre, c'est un petit peu différent. Pas beaucoup, juste un petit peu. Pour les sources, tu n'as même pas besoin de regarder le sens du courant. Vous voyez ici, il n'y a pas de sens de courant ici. Là. Fait que je n'ai pas besoin de regarder le sens du courant. Par contre, j'ai besoin de regarder mon sens de parcours de la maille. Est-ce qu'il est orienté dans le même sens que la source fournirait du courant si elle était toute seule? Ce que je veux dire par là, c'est que la grande barre de ma source ici, c'est la borne positive, puis la petite barre de ma source ici, c'est la borne négative. Fait que si ma source ici était toute seule dans le circuit, là, comprenez que le courant fourni par cette source-là serait un courant qui irait vers le haut. Okay? Donc, dans ce cas-ci, je circule à travers ma source dans le même sens que le courant qu'elle fournirait si elle était toute seule. Donc, dans ce cas-là, ça revient à dire que ma source va rajouter un potentiel égal à l'électromotance de la source. Donc, dans ce cas-ci, mon delta V va faire plus l'électromotance. Inversement, si je parcours ma source en sens contraire du courant qu'elle fournirait si elle était toute seule, ben, ça revient à dire je passe à travers le contre-courant de mon électromotance. Donc, on fait moins epsilon. OK. Fait que ça, je vais y revenir souvent. Là. Surtout au début, là, on va pratiquer ça, là, vous allez comprendre. Ça a l'air peut-être bien difficile là, la première fois que vous le voyez, mais non, c'est vraiment pas si compliqué que ça. On va faire des exemples, ça va tomber sous le sens assez vite.
Un peu comme le nombre de nœuds, on n'a pas nécessairement besoin de faire les équations pour toutes les mailles qui existent dans notre circuit. Il y a encore une fois une façon d'optimiser notre travail ici. Puis la logique, c'est que, encore une fois, tu as un nombre d'équations nécessaires qui est égal à n majuscule moins, ouvre la parenthèse, n minuscule moins 1, ferme la parenthèse. N majuscule, c'est le nombre de branches. Puis petit n, c'est comme tantôt, c'est le nombre de nœuds. Ça aussi, on va le pratiquer. Okay? Chaque branche doit être parcourue une fois. Ça, c'est la règle, dans le fond, pour réussir à trouver ton courant avec les lois de Kirchhoff. Alors, faisons un exemple. On revient avec le petit circuit qu'on a vu tantôt. On a vu qu'on avait 2 nœuds dans ce circuit-là. Là, la question, c'est combien y a-t-il de mailles dans le circuit? N'oubliez pas que le sens de la maille ne constitue pas une nouvelle maille. Donc, il faut qu'une maille soit unique. Il faut qu'elle traverse un ensemble du circuit qui est unique à elle-même. Fait que, combien de mailles ici? Ben, je pourrais faire une maille avec la petite portion de gauche, en tournant comme ça. Je pourrais faire une deuxième maille en utilisant seulement la portion de droite. Et je pourrais utiliser une grande maille qui fait le grand tour, comme ça, complètement de mon circuit. Fait que je vais avoir 3 mailles. Et on veut écrire l'équation des mailles pour ce circuit-là. Alors, commençons par la première maille, ici en vert. Maille 1, on y va. Donc, je vous rappelle la règle, je reviens en arrière, somme des différences de potentiel égale à 0. Puis là, à chaque fois que je parcours une résistance ou une électromatance, il faut que j'ajoute ou j'enlève delta V, dépendamment de la situation. Donc, je vais faire cette maille-là. OK, je vais commencer ici en bas à gauche, dans le coin, juste avant la source. Et là, je vais parcourir ma maille dans ce sens-là, en sens horaire. Et à chaque fois que je traverse soit une source, soit une résistance, il faut que j'enlève ou j'ajoute delta V. Donc, allons-y. Je commence ici en bas, à gauche. Je traverse epsilon, vous voyez, dans le même sens que le courant qu'elle fournirait si elle était toute seule. Donc, on va faire plus epsilon. Ensuite, on va traverser R1. Vous voyez que quand je traverse R1 dans le sens du parcours de ma maille, c'est de gauche à droite, c'est le même sens que le courant qui circule à travers R1. Donc, si c'est le même sens à travers le courant, il faut que je fasse moins RI. Donc, ici, je vais faire moins R1 fois I1. Après, je continue. Je n'ai pas fini tant que je ne suis pas revenu sur mon point de départ. Hop, là, je traverse ici R2 dans le même sens que R2. Il faut que je fasse moins R2 I2. Ensuite, je continue. Et hop, je suis revenu sur mon point de départ. C'est beau, j'ai terminé. Donc, voici la somme des delta V. Hein, j'ai traversé 3 morceaux. Donc, je vais avoir 3 morceaux à ajouter ou soustraire différence de potentiel. Donc, on voit ici le plus epsilon, moins R1I1, moins R2I2. Voilà, on en a fait une. C'est ça la logique. Après ça, je peux en faire une deuxième, comme ça ici. Et là, pour cette équation-là, j'ai commencé ici, dans le coin supérieur droit, juste avant I3. Et je tourne, comme on peut voir, dans le sens rouge, là, en sens horaire. Donc, j'arrive, je traverse R3 dans le même sens que le courant, donc je fais moins R3I3. Continue. Hop, là, je remonte la rivière R2. Vous voyez, je monte à travers R2 dans le sens contraire de I2. Donc, à place de faire moins R2, I2, il faut que je fasse plus R2, I2. Puis après ça, je continue, puis hop, je reviens sur mon point de départ. C'est beau, j'ai fini ma maille. Troisième maille, c'est le grand tour. Là, je vais, comme tantôt, commencer ici, dans le coin inférieur à gauche. Donc, je traverse la source dans le bon sens. Donc, j'ajoute epsilon. Traverse la résistance dans le même sens que le courant. Donc, j'enlève R1, I1. Continue tout droit. Traverse R3 dans le même sens que I3. Donc, enlève R3, I3. Et je reviens sur mon point de départ. Donc, fini. Égal à 0. Voilà. Donc, j'ai mes 3 mailles ici. Comme on avait mentionné tantôt, le nombre de mailles que j'ai réellement besoin, c'est égal au nombre de branches. Donc, j'ai 3 branches. Une ici, une dans le centre, une à droite. Puis j'ai 2 nœuds. Fait que ça veut dire que je vais avoir besoin de seulement 2 mailles. L'objectif, c'est de parcourir chaque branche au moins une fois. Fait que tu vois que si tu prends seulement la branche de gauche, la 1 en vert, ben, ça utilise la branche de gauche, ça utilise la branche du centre. Fait que tout ce qui me reste à venir parcourir comme branche, c'est celle de droite, ici. Mais tu vois que pour celle de droite, tu as le choix. Tu peux soit utiliser la rouge, soit la bleue.
C'est pour ça que tu peux choisir n'importe quel 2 parmi les 3 mailles ici, puis ça va être correct, tu vas être capable de solutionner. Là, on a écrit les 3 pour se pratiquer, mais on verra que ce n'est pas nécessaire d'écrire les 3. Un peu comme la loi des nœuds tantôt, il y en a qui sont redondantes. Donc, voici un exemple là, pour pratiquer juste le nombre d'équations qu'on voudrait écrire. Donc, c'est un exemple du livre, là, c'est l'exercice 3.5.4. Donc, on a un circuit donné par ça. Première question, combien y a-t-il de nœuds? Donc, on se souvient, un nœud, c'est une intersection d'au moins 3 fils. Fait qu'on en a un ici, un deuxième là, un troisième là, un quatrième là. 4 nœuds. Combien est-ce que j'ai de branches? Je vous rappelle qu'une branche, c'est un chemin possible entre 2 nœuds. Fait que vous voyez, si je pars du nœud d'en bas, puis je parcours le chemin comme ça jusqu'au nœud d'en haut, ça c'est un chemin possible, c'est donc une première branche. Deuxième branche, je pars d'ici, j'arrive jusqu'ici, à un autre nœud, ça c'est une deuxième branche. Je reviens, je pars d'ici, j'arrive jusqu'à ce nœud-là, ça c'est une troisième branche. Ensuite, je pars de ce nœud-là, je traverse le centre jusqu'au nœud à gauche, quatrième branche. Je pars de là jusqu'au nœud en bas, cinquième branche. Je pars d'ici jusqu'au nœud d'en bas, sixième branche. Donc, j'ai 6 branches. Pour appliquer la méthode générale de Kirchhoff au circuit, combien doit-on écrire d'équations à l'aide de la loi des nœuds? La loi des nœuds, je vous rappelle que pour avoir le bon nombre d'équations, il faut que tu prennes petit n, qui est ton nombre de nœuds, 4 moins 1. Donc, on a besoin de 3 équations de nœuds. Encore une fois, tu choisis. C'est pas grave lesquelles tu choisis, du moment que tu en as choisi 3. C'est ça qui est important. Ensuite, combien doit-on écrire d'équations à l'aide de la loi des mailles? Là, l'équation, elle est un petit peu plus compliquée. C'est n majuscule. N majuscule, c'est le nombre de branches. 6 moins n-1. Le n-1, on avait dit que c'était 3. On l'a calculé juste avant. 6 moins 3, c'est égal à 3. Ici, par contre, quelles 3 mailles tu dois choisir? Ce n'est pas nécessairement n'importe lequel. Il faut que tu en choisisses 3 de telle sorte que chaque branche, il y a 6 branches quand même, là, donc tu choisis 3 mailles de telle sorte que chacune des 6 branches a été parcourue au moins une fois par les 3 que tu auras choisis. Ça, c'est la méthode. Okay? Donc, méthode générale, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Donc, utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles, il faut les utiliser ensemble pour écrire un total de n équations dont les inconnus sont les courants dans les n branches. Analyser chacun des nœuds et chacune des mailles. Bon. Tout est dans les exemples. On va en faire, on va répéter la méthode, puis vous allez voir, à force d'en faire, ça devient quasiment une seconde nature, puis c'est pas si compliqué que ça au final quand on voit comment ça se fait. Alors, encore un exemple du livre, 3.5.17. On va juste faire le A pour le moment, là. Donc, on a un circuit ici. On nous donne l'électromotance de la source, 12 volts. R1, c'est 6 ohms. R2, c'est 2 ohms. En utilisant les lois de Kirchhoff, déterminer le courant qui sort de la pile. Donc, on s'entend, le courant qui sort de la pile, c'est le courant total, parce qu'il sort de la pile, puis rendu au nœud ici, il peut se séparer. Puis, ça revient dans la pile ensuite. OK, première étape, ça va être de venir définir le nombre d'équations de mailles et d'équations de nœuds que j'ai besoin. Dans mon exemple ici, j'ai 2 nœuds, un en haut, un en bas. Donc, 2 nœuds moins 1, ça me donne 1. Donc, j'ai besoin d'une équation des nœuds. Pour ce qui est d'équation des mailles, j'ai besoin d'aller voir c'est quoi mon nombre de branches. Donc, j'ai une branche si je passe comme ça entre 2 nœuds vers la gauche. J'ai une deuxième branche qui passe dans le centre et une troisième branche qui passe comme ça vers la droite. Donc, j'ai 3 branches moins n-1 qui était 2 moins 1. Donc, la parenthèse vaut 1. 3 moins 1, ça me donne 2. Donc, j'ai besoin d'un total de 3 équations, 2 mailles et une nœud. Allons-y. Première équation que je vais faire, c'est une maille en vert comme on voit ici. Je pars dans le coin en bas à gauche. Je traverse ma source dans le même sens que le courant qu'elle émettrait. Donc, je fais plus epsilon. Ensuite, je traverse R1 dans le même sens que I1. Donc, je fais moins R1, I1. Puis, je reviens sur mon point de départ. Donc, c'est égal à 0. Voilà, première loi des mailles de fait. Deuxième maille que j'ai choisie, j'ai choisi le grand tour comme ça en bleu. J'aurais pu choisir la maille à droite. C'est pas grave, j'ai choisi la bleue. Ça va ultimement donner la même chose. Fait que je pars, comme tantôt, dans le coin en bas à gauche. Je traverse la source dans le même sens. Donc, j'ajoute epsilon. Mais là, ici, je traverse
R2 dans le même sens que I2. Donc, je vais faire moins R2, I2. Puis, je reviens sur mon point de départ, égal à 0. Voilà. Pour ce qui est de ma loi des nœuds, je choisis le nœud d'en haut. Là, je n'ai pas dessiné sur le schéma ici, mais ce que j'appelle mon I total, c'est le courant qui serait fourni par la pile qui rentrerait comme ça à mon nœud du haut. Fait que mon I total, c'est mon seul courant entrant qui va ensuite se décomposer en I1 qui sort vers le bas et en I2 qui sort vers la droite. Fait que ma loi des nœuds, c'est I total moins I1 moins I2. Fait que ça, c'est mes trois équations. Après ça, vient l'étape préférée de tout le monde, j'en suis sûr, c'est-à-dire l'algèbre. Là, il faut que je vienne isoler. Je cherche le courant I total. C'est ça mon exercice ici. Donc, c'est tout un art ici, là, parce que des fois, ça peut être quand même compliqué. Là, c'est pas pire. On a trois équations et c'est pas des équations trop longues, trop développées. Des fois, trois équations avec trois inconnus, ou des fois même pire, avec quatre équations, quatre inconnus, ça peut devenir assez vite un problème de juste faire l'isolation. Donc, je vous présente mon truc. Okay? Le truc, c'est que dans chacune des lois des mailles, vous allez isoler un courant I pour ensuite l'insérer dans la loi des nœuds. Parce que remarquez que la loi des nœuds, c'est la seule qui contient chacun des trois courants. La loi des mailles, il y a juste un des deux courants. Okay? Donc, allons-y. Ma maille 1, je vais venir isoler le I1 ici. Okay? Fait que j'envoie R1I1 à droite en faisant plus R1I1. Ça me donne cette équation-là. Et ensuite, je divise par R1 de chaque côté pour isoler mon I1. Ça me donne ça ici. Epsilon sur R1. Je fais la même chose pour la maille 2, mais ici, je vais isoler I2. Donc, ça va donner I2 égale à epsilon sur R2. Et là, ensuite, je prends mon équation I1 que je vais remplacer ici. À la place de ce I1-là, ça va devenir epsilon sur R1. Même chose avec I2, je vais venir le remplacer à la place du I2 qui est là. Donc, ah oui, excusez, je vais aussi envoyer I1 et I2 du côté droit de l'équation comme ça, c'est mon équation 3. Donc, je prends l'équation 1 et 2, je les rentre ici à la place de I1 et de I2. Donc, ça va me donner ça ici. Hein. Vous voyez, mon I1 a été remplacé par epsilon sur R1. Mon I2 a été remplacé par epsilon sur R2. Mais je vous rappelle que dans mon énoncé, je connaissais ces valeurs-là. Là. On m'avait donné la force électromotrice, puis R1 et R2. Epsilon, c'était 12, R1, c'était 6, R2, c'était 2. Voilà, il me reste juste des chiffres. Je fais mes calculs et ça me donne un courant total de 8 ampères. Cette résolution-là n'était pas trop pire parce que j'avais seulement un courant dans chacune des lois des mailles. Ça change un petit peu dans un exemple comme celui-ci, par exemple. Okay? Un autre que je vais faire avec vous, c'est encore une fois un exercice qui vient du livre. Donc la difficulté ici, c'est qu'on a rajouté une troisième résistance ici qui est sur la même branche que la source. Vous allez voir quel genre de difficulté ça rajoute. Donc, dans le circuit présenté, on donne epsilon qui vaut 12, R1 vaut 4 ohms, R2 vaut 3 ohms et R3 vaut 6 ohms. La question, c'est déterminer le courant, grandeur et orientation dans chacun des résisteurs. Bon, on va clarifier tout de suite l'orientation. On s'entend que l'orientation, c'est assez évident de deviner, dans le sens que tu as juste une source ici. Fait qu'on s'entend que la source qui va fournir du courant, ben, ça va être un courant qui va traverser comme ça R1 de gauche à droite. Puis ensuite, rendu à ce nœud-là, le courant va se diviser. Tu vas avoir un courant qui va circuler dans R2 vers le bas et dans R3 vers le bas. Il n'y a pas vraiment lieu à un doute pour le sens des courants. Ça se peut que des fois on doute quand il y a plus qu'une source dans un circuit. Tu sais, mettons là, que j'avais mis deux autres sources. Mettons que j'aurais mis une source R ici avec R2 qui pointe vers le haut, puis une troisième source qui pointe vers le haut. Encore une fois, dans la branche de R3. Mais là, c'est pas évident. Là, on fait une hypothèse sur le courant, puis on fait les maths, puis on regarde ce que ça donne. Mais dans un cas comme ça, une seule source, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter sur une hypothèse qui est fausse. Fait que pour cette raison-là, le courant dans la branche de gauche, je vais l'appeler I1. Le courant dans la branche du centre, je l'ai appelé I2. Et le courant dans la branche de droite, je l'ai appelé I3. Voilà. Et comme tantôt, j'ai besoin d'une loi des nœuds et deux lois des mailles. Donc, je vais prendre le nœud qui est ici en rouge. Ma loi des nœuds ici, j'ai I1 qui est rentrant, donc I1 positif. J'ai I2 et I3 qui est sortant, donc je le prends négatif.
Ensuite, une maille en vert ici. Je commence juste avant la source. Vous allez voir que je fais ça souvent d'habitude. Je pars, je traverse la source, donc je fais plus epsilon, moins R1I1 parce que je la traverse dans le même sens, moins R2I2 parce que je la traverse dans le même sens que le courant, et je reviens sur mon point de départ, donc égal à 0. Ça donne ça. Même logique avec la maille 3. Encore une fois, je fais le grand tour. Je commence en bas à gauche. Donc, je fais plus epsilon, moins R1I1, moins R3I3, de retour sur mon point de départ. Voilà. Vous voyez, un coup que vous avez compris ce concept-là, là, ça va vite. Un moment donné, vous les connaissez par cœur, s'il faut faire plus ou moins. Donc, on a ces trois lois des mailles. Donc là, vous voyez que c'est un peu plus compliqué déjà pour l'isolation, parce que dans la loi des mailles, tu as 2 courants à chaque fois. Et je vous rappelle qu'on cherche chacune des valeurs des 3 courants. Donc, c'est 3 inconnus, ça, là, I1, I2, I3. Et c'est pour ça qu'on a besoin de 3 équations. Hein. Pour solutionner 3 inconnus, tu as besoin de 3 équations. Donc, le truc, c'est encore comme tantôt. C'est-à-dire qu'il va falloir venir isoler un des 2 courants ici, mais pas n'importe lequel. Il y a une logique à respecter. Donc, on va isoler soit I1, soit I2, puis on va venir le remplacer dans la loi des nœuds. Ici, même chose, tu vas isoler soit I1, soit I3, puis tu vas venir remplacer dans la loi des nœuds ici. Bon, pardon. Pour la loi des nœuds, on peut mettre tout positif là, en envoyant I2 et I3 du côté droit de l'équation. Donc, I1 égale à I2 plus I3. Bon, ça, c'est beau, facile. Maintenant, pour la loi des mailles, qu'est-ce qu'il faut isoler? Est-ce qu'il faut isoler I1 ou I2 ici? Puis ici, est-ce qu'il faut isoler I1 ou I3? Le truc, c'est de regarder les courants qui sont présents dans chacune des 3 équations et de comprendre qu'il y a un seul courant qui apparaît dans chacune des 3 équations. Dans ce cas-ci, c'est I1. Vous voyez, I1 il est là, I1 est ici, et I1 est là. Donc, pour solutionner, il faut que j'exprime chacune de mes lois des mailles avec I1 du côté... je reprends ce que je dis. On isole le courant qui n'est pas I1 dans chacune des lois des mailles. Fait que ici, dans ma maille en vert, je vais isoler I2. Vous voyez, on le fait ici. J'ai remplacé epsilon par la valeur, c'est-à-dire 12, R1 par 4, R2 par 3, et j'isole I2. Donc là, ça me donne I2 en fonction de I1. Là, ici, même logique. Je n'isole pas I1, je veux isoler l'autre. Donc, j'isole I3. Je remplace les chiffres, j'isole I3, ça donne 12 moins 4 I1 sur 6. Pourquoi on fait ça comme ça? Bien, la logique, c'est qu'on veut exprimer tout en fonction de I1. Comme ça, quand on va venir remplacer l'équation 2 et l'équation 3 avec l'équation 1 à la place de I2 et I3 là, ben j'aurai une équation avec juste des I1. Et là, soudainement, je vais pouvoir isoler I1. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On prend l'équation 2 et l'équation 3 qu'on insère dans l'équation 1. Donc, vous voyez, ça, je prends ça, je le mets ici à la place du I2 qui est là. Ça, équation 3, je la mets dans l'équation 1 ici à la place de I3. C'est ça. Fait que là, regardez cette équation-là. Voyez-vous que c'est une équation avec un seul inconnu, I1. Ça, si on n'utilise pas ce truc-là, je vous le dis là, par expérience, ça se peut que vous gossiez pendant longtemps avant de réussir à isoler correctement. Avec cette méthode-là, ça va assez vite d'habitude. Fait que ici, j'ai un seul inconnu, on isole. Je n'ai pas mis toutes les étapes de l'isolation. Hein. Je pense que vous êtes en mesure de faire ça. Donc, vous pourrez le tester à la maison sur un bout de papier. Là. Isoler I1 dans l'équation ici, ça donne un courant de 2 ampères. Ça, c'est mon équation. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une équation, mais techniquement, oui, c'en est une. I1 égale à 2 ampères. C'est une équation. Donc, l'équation 4. L'autre avantage de faire la méthode que je viens de vous montrer ici, c'est-à-dire d'isoler I2 en fonction de I1 et I3 en fonction de I1, c'est que ici, aussitôt que tu trouves I1, tu peux prendre le résultat 2 ampères, venir le remplacer ici, et ça va automatiquement te donner la valeur de I2 et I3. C'est ce qu'on fait ici. Donc, on prend l'égalité 4, c'est-à-dire de dire que I1 vaut 2 ampères. Tu le remplaces dans l'équation 2 ici. On isole I2, ça donne 1,33 ampères. On fait la même chose dans l'équation 3. Oups, c'est une petite erreur ici, ça doit être 3, là, comprendrez qu'on prend cette équation-là. Là. On prend cette équation-là, I1 remplacé par 2, on fait le calcul, ça donne, et voilà, 0,67 ampères.
Problème terminé. J'ai défini mes 3 courants, I1, I2 et I3.